Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir toujours dans les protocoles de routage dynamique et cette fois-ci on va voir les protocoles à état de lien. Alors, là, précédemment, on a vu les protocoles à vecteur de distance. La différence entre les protocoles à vecteur de distance et les protocoles à état de lien. Un protocole à vecteur de distance, il ne fait pas une évaluation en général, c'est la définition en général, il ne fait pas l'évaluation d'une liaison ou d'un lien. Un lien, c'est c'est c'est- c'est une connexion entre deux sous-réseaux ou bien entre deux retours. On va prendre un exemple, je vais rapidement. Alors, on a R1 et j'ai parlé de ça durant la vidéo concernant le RIP. Le RIP, c'est un protocole à vecteur de distance. On suppose qu'on a cette topologie. Un protocole, par exemple, si on a un PC ici, PC1, ici on a le PC2. Ok, c'est la grande différence. Par exemple, si on installe le RIP, ou déjà on a configuré le RIP, il va croire que pour atteindre le PC1 par exemple, ben on a ici un seul saut. Et c'est la métrique au niveau de ce protocole. Ça veut dire que c'est plus rapide. Par contre, si on installe l'OSPF, on configure l'OSPF sur les trois retours pour le routage dynamique, comme protocole de routage dynamique, donc l'OSPF, il va évaluer la liaison. Par exemple, si on a ici 1 méga comme bande passante, ici on a 10 mégas, et ici on a 10 mégas, ben l'OSPF il va choisir cette route. Pourquoi? Parce que il trouve plus rapide que 1 méga. Ok? Et c'est la différence entre les protocoles à vecteur de distance et les protocoles à état de lien. Pourquoi? Parce que l'OSPF, c'est un protocole à état de lien, il va évaluer la liaison. C'est une liaison, c'est un lien. Ok? C'est 1 méga, 10 mégas, c'est pas 1 méga. Il croit que c'est plus rapide à travers cette route-là. Ok? C'est un lien, les protocoles, généralement les protocoles de routage à état de lien, ils font les validations de liaison. C'est le premier point qui différencie les protocoles à vecteur de distance et les protocoles à état de lien. Le deuxième, le deuxième, c'est que, c'est que un protocole à état de lien, généralement, on prend l'exemple de l'OSPF, il, il a, il peut constituer une vue globale ou complète de cette topologie. Alors, on prend cette topologie. Donc, si on configure l'OSPF, si on configure l'OSPF, ok, donc chaque retour, il comprend qu'on a trois routeurs dans la topologie. Et on a trois sous-réseaux à l'extrémité. Et bien sûr, ce sous-réseaux-là se sont connectés directement pour les routeurs. OK? Donc toute cette topologie, il est stocké dans une base de données utilisée par le protocole, exemple pour savoir toute la topologie. C'est les deux critères, ou bien les deux points importants qui différencient un protocole à vecteur de distance et un protocole à état de lien. Ok, c'est ça, si on voit le cours officiel de Cisco, voici la définition. Alors, à la différence d'un protocole de routage à vecteur de distance, un routeur configuré avec un protocole de routage
de routage à état de lien peut créer une vue complète ou une topologie du réseau en récupérant des informations provenant de tous les autres routeurs. Donc, on prend par exemple une topologie réelle, un exemple de topologie. Ok. Alors, donc les trois routeurs R1, R2, R3, c'est d'ailleurs la topologie qu'on va utiliser pour comprendre les, les protocoles à état de lien et précisément l'OSPF à zone unique. On va voir l'autre concept. Donc les trois routeurs, ils savent qu'on a qu'on a trois voisins et derrière chaque routeur, on a un seul sous-réseau. Et comme ça, il constitue ça. Je ne vais pas trop parler de les concepts théoriques, mais je vais voir juste les slides de Cisco pour vous montrer les informations. Donc, les protocoles à état de lien, généralement, ils utilisent l'algorithme de Dijkstra. C'est un algorithme du plus court chemin. Ok. Alors, on n'a que deux. On a l'OSPF et la SAS. Donc, on va configurer l'OSPF pour voir alors, donc cette topologie, chaque routeur, il va évaluer les liaisons, il va noter la liaison. Il va à l'avance, il va calculer pour l'OSPF par exemple, il faut calculer les coûts. Un coût par exemple pour atteindre, si je suis sur R2, pour atteindre le sous-réseau connecté à R3, ben le R2, le routeur 2, il va prendre ce chemin-là. 20, on a cette liaison avec un coût de 20, et on a ici 5, et on a ici 2. Donc ça fait 27. Donc il fait ce calcul à l'avance. Alors c'est par exemple, pourquoi il a choisi cette route? Parce que ici, comme on a vu avec le coût le plus faible, ça signifie que c'est plus rapide. C'est à l'inverse. Ok? Par exemple, si on a ici 20 mégas, ou bien 30 mégas, c'est juste un exemple, ou 5, etc. Donc, il va attribuer un coût plus faible. C'est l'inverse de la bande passante. C'est l'inverse. Alors ici, on a le R2, R3 et R5. Pourquoi il n'a pas choisi cette route? Parce qu'ici, on a 10, on a 10, on a 10 et on a 2. C'est 32. Si on va de ce chemin-là, ben c'est 10, 10, 20, ça fait 40, 45, 47. Okay? On va voir tout ça, comment le système. Donc, le plus important, ce que vous devez capter, ce que vous devez mémoriser, c'est que chaque routeur a cette topologie où toutes les informations concernant chaque lien, il est enregistré dans une base de données. Okay? Et à partir de cette base de données, on va alimenter la table de routage, parce que le routeur utilise il utilise la table de routage. Il est alimenté par une route statique, une route dynamique avec un protocole à vecteur de distance ou un protocole à état de lien. N'importe quelle que soit la méthode pour alimenter la table de routage, donc le routeur il se base sur la table de routage. Okay? Et donc, chaque routeur a des caractéristiques. Par exemple, l'OSPF ou bien la famille à état de lien, ils mettent ça ils ont une vue complète. Par exemple, si on parle de l'arborescence SPF, c'est un peu théorie, chaque routeur il fait ces calculs-là. On a le coût pour atteindre la destination CR1, le réseau LAN de R1, par exemple, ici, c'est le réseau derrière R1. Ok, donc on a 20 et 2 plus 2, ça fait 22. On va voir ces calculs-là, ils viennent d'où, etc. Donc chaque routeur, et c'est toute la topologie, et c'est ici, cette liaison est en panne, le protocole,
il va refaire le calcul pour alimenter la table de routage et comme ça, il va donner un deuxième chemin ou un autre chemin. Bah alors, comme ça, c'est juste des informations, on va voir. Donc, qu'est-ce qu'un état de lien? Qu'est-ce qu'un lien d'abord? Un lien, c'est cette liaison. Et on a l'état, ce sont les informations concernant cette liaison. Par exemple, ici, on a le lien 1, c'est un réseau. C'est un réseau. Le type de ce réseau, c'est Ethernet. Le sous-réseau logique, c'est 10.1.0.0 sur 16. L'adresse IP de cette interface qui est connectée à qui concerne ce lien-là, le coût du lien est 2. On va après voir, et le système il va attribuer des coûts pour chaque liaison ou chaque interface en général. Alors c'est une autre liaison avec, on a le sous-réseau logique, le sous-réseau IP, l'adresse IP de l'interface connectée à cette liaison, le type C série, etc. Ici on a l'information voisin. Ça fait partie des informations concernant les liens. Voisin c'est R2 dans ce côté-là ici. Alors, donc une information, c'est juste pour l'addition, pour processus, c'est pas important. Je vous montre l'arborescence SPF. Alors, donc, après l'échange des informations entre les routeurs, donc chaque routeur, il va envoyer des informations concernant les sous-réseaux connectés directement. Donc, les autres voisins, ils récupèrent les informations et ils les stockent dans une base de données, la base de données d'état de lien, et à partir de cette base de données, ils forment ou ils constituent ce qu'on appelle l'arborescence SPF. Okay? Donc, d'après ces informations, le R1 détecte qu'on a 3 routeurs en face. On a 3 voisins. Et on a 4 liaisons. 1, 2, 3, 4. Ok, il va tracer ça. Alors après, il va lire la base de données et il va compléter l'arborescence SPF. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, trop de théorie, etc. Mais c'est ça l'idée. Ok, donc on a ça, et le système, il comprend que on a ici dans sa topologie, on a 5 routeurs et avec un ensemble de sous-réseaux. Et bien sûr, il va noter tout ça généralement dans des bases de données. Donc, la table de routage, bah, je vais pas lire tout ça. Alors, donc, c'est la table de routage. Le système, il va prendre les informations stockées au niveau des bases de données et à partir de ces informations, il va alimenter la table de routage. Parce que le routeur, enfin, finalement, il utilise que la table de routage, quel que soit, il est alimenté. Alors que, ici, on parle des zones, c'est ce genre de protocole, ils peuvent diviser un grand sous-réseau. Okay? Un grand sous-réseau se forme de zones, la zone 0, la zone 2, la zone 1, etc. pour limiter la charge soit de la mise à jour, soit de la mise à jour, soit de notification, ou bien pour diminuer, là on va voir ça dans l'OSPF multizone, pour diminuer la taille des bases de données utilisées par. Donc on va parler de l'OSPF. L'OSPF c'est un protocole nativement, par défaut, il est sans classe. Ça veut dire il prend le VLSM et CIDR en charge. Ok, il est sécurisé, efficace, etc. Je ne vais pas leur tester tout ça. L'AD ou la distance administrative de ce protocole, l'OSPF, c'est 110. Ça veut dire si on trouve dans la table de routage une route récupérée par l'OSPF, une autre route récupérée par l'OSPF, le système il va préférer, il va choisir la route récupérée par l'OSPF parce qu'il est noté, il est bien noté 110, il est inférieur à 120. Par exemple, j'ai parlé de ça dans la vidéo des protocoles dynamiques. Donc c'est un rappel. On a ici une route connectée directement, elle a la D0. Une route statique, il a le 1, une route récapitulative, c'est 5, une route externe, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'OSPF. Par exemple, on a 110
Ok? Si on trouve une valeur plus faible de la D, c'est préférable au niveau de routage. La structure de données pour le protocole OSPF, il utilise trois bases de données. La base de données de contiguïté, la base de données d'état de lien et la base de données de réacheminement. Donc pour chaque base de données, il crée une table. C'est la table de voisinage pour voir les voisins connectés, les LSDB, la base de données d'état de lien, il crée la table topologique, etc. Cette base de données de réacheminement, il crée la table de routage. Alors, je ne vais pas entrer dans tout ça. Donc, l'algorithme utilisé, c'est le SPF. Alors, je ne vais pas lire. Donc, généralement, c'est ça. On a la base, la table topologique, LSDB. On va exécuter l'algorithme et l'algorithme, il va nous donner enfin, c'est la table de routage. Il y a un schéma qui dit ça. Enfin, il donne la table de routage. Tout ça, c'est pour alimenter la table de routage. Tout ce calcul-là, c'est pour. Alors, donc, l'OSPF, il peut segmenter un grand réseau sous forme de zones. Et ça, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter l'OSPF à zone unique. Et après, on va préparer une autre vidéo pour l'OSPF multi-zone. Alors, je ne vais pas relire ça. C'est comme ça, c'est pour segmenter un grand réseau sous forme de petits réseaux. Si on a des mises à jour qui concernent une seule zone, bah, ce n'est pas la peine d'envoyer cette mise à jour vers les autres zones pour ne pas surcharger les autres zones et pour ne pas surcharger les bases de données des autres routeurs d'autres zones. Alors, pour le fonctionnement, je ne vais pas lire tout ça. Alors maintenant, je pense à ce niveau-là. TR, tac, 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 tac. Alors, moi, je passe à la configuration. Ok. Et qui dit configuration, on a un TP pour comprendre comment ça fonctionne. Ok. Alors, donc moi, j'ai déjà configuré et préparé cette topologie. Ok. Cette topologie-là. Alors, tac, tac. Tac, j'ai déjà testé le ping entre les. Ok. Moi j'ai déjà testé ça. J'ai préparé, j'ai testé. Juste je vous montre que le ping passe juste entre au niveau du réseau connecté directement. Ici ça passe pas. Ça passe pas. Je vais voir. Forward. Le client, il envoie la requête au routeur. Ce routeur-là, sa table de routage, on va vérifier la table de routage de chaque routeur. Ben, on n'a que les réseaux connectés directement. Ok, comme on a vu précédemment. Alors ils peuvent pas communiquer. Alors donc je vais commencer par la configuration de l'OSPF. Alors la première question, il dit réaliser la topologie. On a réalisé la topologie, configurer le protocole OSPF sur les trois routeurs. Ok. Alors l'OSPF, il utilise ce qu'on appelle un processus. Et on peut exécuter plusieurs instances de l'OSPF sur le même routeur. Alors il faut bien préciser l'ID du processus. Ça veut dire, je vous donne un exemple. Si je rentre pour entrer dans la configuration de l'OSPF, je tape router OSPF 10. Si j'ai configuré une partie et après j'ai tapé router OSPF 2, le système il va configurer un autre service. Ok, il faut faire attention. Par exemple, soit vous mettez par exemple, et c'est un ID local. Ça veut dire il concerne le routeur lui-même. Par exemple, je peux taper 1 sur chaque routeur, on n'aura pas de conflit. Par contre, si on a des ID, des routeurs, on aura des conflits. Donc, de toutes les façons, on va aller avec le TP. Et le TP, c'est le résumé du cours concernant l'OSPF à zone unique. Ok. Alors, pour configurer, ça, c'est une information. Donc, l'ID du routeur, on va voir ça. Pour après, alors je vais ça.
je vous montre comment déclarer les sous-réseaux. Ça, c'est juste pour donner un ID. Ça, alors l'interface de bouclage, etc. Oui, c'est pour déclarer les sous-réseaux, c'est network. Je donne le sous-réseau à déclarer. Et ici, pas comme le RIP, il faut préciser la zone. Parce que c'est un protocole qui fonctionne, qui peut segmenter un grand réseau. Il peut segmenter un grand réseau. Je vais rester ici sur le routeur parce qu'il y a d'autres questions qui demandent de changer l'ID du routeur. Je vais parler de tout ça à chaque question. Je vais procéder comme ça. À chaque question qui demande, par exemple, comment dirais-je, dans des questions, il vous demande de donner des ID ou changer l'ID d'un routeur. Et je vais passer à la partie théorique. Ok? Donc l'essentiel pour configurer l'OSPF, comme j'ai dit à mes étudiants, que la conception, si vous voulez, la philosophie, la partie théorique qui demande un peu de concentration, mais la pratique, c'est pas, généralement, c'est simple à configurer. Mais la compréhension et les concepts, etc., qui demandent un peu de concentration. Alors, donc pour configurer alors enable conf t. Alors router, c'est pour entrer au SPF, pour entrer à la, par exemple, moi comme c'est un TP pédagogique, ok, j'utilise l'ID 1 pour que je ne change pas, que je ne me trompe pas dans l'ID et je fais deux instances OSPF sur le même routeur, ou bien je configure deux fois le. Alors ici, je peux taper point d'interrogation et le système il vous donne les commandes disponibles pour la configuration de l'OSPF en général. Alors, donc on va déclarer les routes. Alors pour déclarer les routes, les sous-réseaux plutôt, alors ici il y a un concept très important. Un concept très important. Et il fonctionne comme ça, l'OSPF. Alors l'OSPF, par exemple, pour déclarer une route ou un réseau, comme ce qu'on a fait avec le RIP, donc généralement on tape la commande network, on tape le sous-réseau, le masque. Par exemple, on suppose qu'on a 192.168.10.0. Ok, ça c'est un sous-réseau. Et ici on a le masque. Alors je vous donne le cas de RIP. Le RIP, on fait comme ça. Moi, généralement, le RIP il détecte automatiquement le. Donc on a le masque classique. 255.0. Ok. Alors, ça c'est un masque classique. L'OSPF, il n'utilise pas ça. Il utilise ce qu'on appelle le masque générique. Ok? Masque générique. Le masque générique, c'est l'inverse du masque normal. L'inverse, c'est quoi? Ça veut dire il faut faire la soustraction 255, 255, 255, 255.255. Ça, c'est un masque complet. Il faut soustraire votre masque du masque complet. 255, 255, 255.0. C'est ça? Hein, ça va donner 0. C'est ça le masque générique. Masque générique. 0.0.0.255. C'est l'inverse. Ok? Ok. Ça, c'est la première méthode. Je vous montre la deuxième méthode. Network. Alors ici, combien on a de sous-réseaux? On a 3. Alors ici, je vais déclarer 172.1.16.1.0 avec un masque générique, c'est l'inverse, .255. Ok. Pour l'OSPF, il y a le paramètre derrière. L'arrière, c'est 0. Ok. Alors ici, je vais revenir vers. Pour l'OSPF,
Pour l'OSPF, il faut taper network, le sous-réseau, .0, avec un masque générique 255, et il faut ajouter clair parce que c'est un protocole qui gère des zones. Ce sous-réseau, il fait partie de quelle zone? Ben, il faut déclarer ça. C'est pas comme le RIP. Ok, c'est ça.